Bonsoir tout le monde, bienvenue en fait à cette conférence Vitali ce soir dans laquelle je vais vous présenter, j'ai l'honneur de vous présenter Tessady Ouidir, qui est une pharmacienne, collabore au blog de Vitali, qui a un parcours, vous allez voir, très, très particulier au niveau de la santé mentale, au niveau de l'importance du moment présent et de reconnecter avec notre propre vie. Tessady a accepté mon invitation à en parler, mais en même temps aussi, on va refaire un autre événement ensemble plus tard. Je n'ai plus la date exacte. C'est en Le mars? mardi 22 mars. Le 22 mars. Ah bon. Le 22 mars, on va refaire un événement ensemble où on va aller un petit peu plus loin dans le coaching santé. En fait, Tessady va nous faire directement une présentation de l'importance du coaching santé, de son expertise. Ce soir, on va parler plus de son parcours. Donc, c'est dans la suite aussi de la présentation des collaborateurs du blog de Vitali que je vous présente couramment dans le but de vous faire connaître aussi d'autres professions, d'autres facettes de la santé intégrative. Et donc, sans plus tarder, j'ai l'honneur de pouvoir te questionner ce soir, te cuisiner, si on veut, entre nous. Et on va prendre vos questions au fur et à mesure. Donc, posez vos questions, allez-y gaiement. On va être là pour ça. Tessady, raconte-nous un petit peu en premier lieu ton parcours, parce que tu viens de l'Algérie. Moi, je suis curieux de savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené, ton enfance un peu, qu'est-ce qui t'a amené éventuellement à t'intéresser à la pharmacie en Algérie? Comment c'était? Absolument. Déjà, merci. Je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci tout le monde qui nous regarde. Bien sûr, on va essayer de partager quelques outils aussi. Vous pouvez vous poser les questions comme Eric l'a mentionné. Alors, pharmacie, pourquoi? Alors, j'ai toujours été une élève brillante. Donc, j'ai toujours été la première de la classe, toujours à performer. Donc, en Algérie, quand on est bon à l'école, habituellement, c'est les matières scientifiques qui l'emportent. Donc, il y a un peu le statut social, pharmacien, médecin, même pas avocat, plus tout ce qui est scientifique ou l'école de l'ENA, donc l'administration. Et étant donné que j'étais bonne à l'école, surtout dans les matières scientifiques, où j'étudiais quand même. Les matières littéraires, je n'avais même pas besoin de réviser ou d'étudier et j'avais de bonnes notes, mais les matières scientifiques, j'ai étudié, j'aimais bien les sciences naturelles. Et comme j'avais un cousin oncologue, qui est à Marseille en ce moment, il m'avait dit, tu sais, la médecine, c'est bien, mais la pharmacie, c'est encore mieux. Puis ça, il a beaucoup influencé mon choix. Et donc, du coup, c'était un choix naturel à l'obtention de mon baccalauréat qui est différent du Québec. Comment faire le parallèle? Quand on finit le lycée, ici, c'est le cégep. Cégep. C'est ça. Donc, le choix s'était imposé naturellement vu que j'avais de très bonnes notes et puis c'était facile pour moi d'y accéder. Et vu l'influence de mon cousin, mon père aussi voulait être médecin. Donc, il y avait beaucoup d'influence de la famille, donc de l'environnement social. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y avait aussi ma curiosité, mais il y avait aussi l'influence de la famille et de la société. Ah, et là, je sais parce que, bon, je connais ta biographie. En fait, suite à tes études en pharmacie, tu as décidé d'aller du côté du marketing. Mais en fait, tes études en pharmacie, tu les as faites en Algérie. Les Oui, cours en marketing, tu les as faites en France, c'est ça? oui. Oui. Ah, OK. Donc, à la fin de mes études en Algérie, j'ai travaillé en officine, comme on appelle ici en pharmacie communautaire. Puis ensuite, j'ai travaillé dans la distribution du médicament. Et puis, je rejoins l'industrie pharmaceutique comme représentante médicale. En Algérie, c'est un métier qui est quand même bien respecté, c'est quand même assez prisé. Il y a beaucoup de médecins qui sont représentants médicaux. Donc, j'ai rejoint un grand laboratoire pour ne pas le nommer. Et puis, on nous a fait quand même pas mal de formations continues, bien sûr biaisées, mais on a appris beaucoup de choses sur les maladies notamment. Et puis, je me suis dit, tiens, et si je devenais chef de produit? Donc, chef de produit, c'est celui qui s'occupe de la gamme pour la promouvoir auprès des médecins. Donc, je suis allée en France et c'est là que j'ai fait mon master maîtrise en marketing pharmaceutique. Ah, OK. Mais en fait, attends, en fait, j'aurais une question pour toi. En Algérie, Oui, dans le parcours des pharmaciens en Algérie, est-ce que vous faites une année sur les produits de santé naturelle, comme en oui. France? Notre système d'enseignement est très calqué sur le système français, vu Ah, OK. l'histoire, vu les échanges aussi. Et puis donc, je pense que c'était en troisième ou en quatrième année, on faisait la pharmacognosie. Je ne sais pas si tu connais. Oui?
l'étude des plantes, des vertus médicinales des plantes non transformées, vraiment les matières pures. Donc, on étudiait les vertus des plantes médicinales, les différentes formes, comme par exemple les décoctions, les tisanes, le séchage des plantes. C'est très, très brut et naturel comme matière. Donc, il n'y a pas de chimie, c'est naturel. Et c'est naturel de faire partie. Au fait, en France aussi, les plantes et tout ce qui est naturel, ça fait partie des traitements. Ouais, c'est On une ne se approche. pose pas, est-ce que, et c'est très différent de l'Amérique du Nord, on ne se pose pas la question, est-ce que c'est prouvé? Il y a quand même des études scientifiques, il y en a, mais pas autant que dans les médicaments, ça on le sait. Mais le réflexe d'une personne lambda, on ne va pas se poser la question, est-ce que c'est efficace ou c'est pas efficace, parce que c'est dans les pratiques, c'est dans les mœurs. On va peut-être plus être, et ceci n'est pas contre le médicament, je suis pharmacienne, mais on va plus être méfiant du médicament que d'une plante. Et je suis surprise de constater l'inverse en Amérique du Nord quand je suis arrivée. On est plus méfiant de la plante que du médicament. Et encore une fois, ceci n'est pas pour dire que l'un est meilleur que l'autre. Je vous parle juste de mon vécu en Algérie et en France. Oui. Culture. Oui, mais je te dirais que de notre côté, tu as dit, ici au Canada, le Québec est la pire des provinces, en fait, sur la question des produits de santé naturelle. C'est une question de culture. Tu serais en Colombie-Britannique, puis tu n'aurais peut-être pas noté ce que tu as observé ici. Les gens de la Colombie-Britannique sont la province, en fait, au Canada, qui utilise le plus de produits de santé naturelle. Encore là, dû à la culture, parce qu'ils ont beaucoup d'Asiatiques. Ah, d'accord. Et là-bas, c'est la culture asiatique qui a amené. Ici au Québec, dans le fond, j'étais curieux de savoir, comme pharmacienne, en fait, si tu avais fait le même genre de formation, parce que j'ai un ami, justement, marocain, qui est pharmacien, qui a fait sa formation en France, qui a fait une année au complet, justement, sur les produits de santé naturelle. Et justement, j'étais curieux de savoir, mais les gens, habituellement, ne savent pas que, justement, on a des pharmaciens étrangers qui ont une formation beaucoup plus complète que ce qu'on fait, nous, au Québec. Parce que nous, au Québec, on ne fait pas un an de formation avec les pharmaciens sur les produits de santé naturelle, les extraits de plantes, la botanique. On ne fait pas ça, en fait. Mais là, durant si on revient à ton parcours, donc c'est pendant, en fait, tes études, en fait, en France, en marketing pharmaceutique, que là, tu as fait ta première dépression. C'est ça, hein? Oui, absolument. Alors, je faisais de temps en temps des petites angoisses. J'avoue que mon père faisait de l'anxiété, mais vu que j'étais je pense là avec le recul et l'analyse, vu que j'étais dans un environnement relax, il y avait beaucoup de soleil, il y a aussi l'environnement social où on est moins dans l'individualisme, on est très, et ça reste culturel. J'ai jamais eu de pensée négative ou même eu pensé à mettre fin à ma vie ou me désister de la vie. Et puis là, j'arrive en France quand même que je connais parce que je suis baignée dans la culture française grâce à mes parents et je perçois une autre réalité et je n'ai pas adapté mon comportement à cette réalité. Donc, il y a eu quand même un petit choc. Et aussi, j'ai perdu mon statut social, je gagnais ma vie, là, je reprends les études. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui ont contribué à réveiller peut-être ce qu'on appelle une maladie génétique. Quoique, si on parle de l'épigénétique, ça va remettre tout en cause, mais on ne va pas y plonger tout de suite. Donc, tous ces facteurs environnementaux, que ce soit des facteurs internes, donc pensée, émotion, et externes, alimentation, moins de soleil que l'Algérie, moins de collaboration, quoique c'est moins pire que le Canada et l'Amérique du Nord, ça on le sait. Ça a fait en sorte que je me retrouve en dépression. Et là, je vais aller consulter. Et là, le psychiatre, il m'explique. C'est fou, hein? Il me dit, ah non, vous êtes juste fatigué, vous manquez d'énergie, vous allez vous en remettre. Il a refusé de me prescrire un psychiatre. Et puis, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, peut-être qu'il n'a pas finalement tort, peut-être que je suis fatiguée, peut-être je m'adapte moins. Et puis, c'est vrai qu'après quelques mois, sans aucune médication, je me sentais mieux. Et puis, comme si de rien n'était, j'ai un peu négligé cet épisode-là. Ça n'a pas mis la puce à l'oreille pour changer peut-être mon comportement, mais ça s'est remis à l'ordre. Et c'était pendant mes 2 ans en France, pendant la première année. Ah oui. En fait, tu as glissé un petit mot sur la question d'épigénétique. On peut quand même en parler, c'est intéressant parce que il y a très peu de gens qui savent qu'il y a des gens qui ont une propension à faire de l'anxiété, que c'est probablement justement une question d'épigénétique, qui sont nés comme ça.
Puis là, on a tendance à penser que c'est parce que la mère, en fait, d'un point de vue biologique, on sait même que c'est pas juste. Oui, c'est vrai que les cas où la mère vit un stress important, les enfants vont avoir tendance à être stressés. Ça, on l'a vu, entre autres, dans le cas des épisodes du verglas. Ici à Montréal, ça avait été documenté. Mais on sait aujourd'hui même que c'est un caractère de sélection naturelle ou d'avantage dans notre milieu qui est conféré même avant même la procréation. En fait, si les parents sont stressés, l'enfant va l'être avant même qu'il ait été créé. Puis c'est pour conférer un avantage dans le milieu d'un point de vue biologique. Là, on peut penser aux petits rongeurs qui vont naître dans un environnement où il y a plein de prédateurs. Bien, Oui. ils vont avoir un meilleur taux de survie, ceux-là qui sont déjà anxieux. Fait que malheureusement, c'est vrai que ça, on devrait nous l'apprendre à l'école, même dès le primaire, de nous dire, il y en a parmi vous qui vont avoir tendance à être stressés, anxieux, portez attention, ça se peut que vous soyez comme ça, c'est normal. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à catégoriser les gens et à mettre des étiquettes. Oui, Puis faible. Oui, oui, mais c'est à nous de faire le travail de sensibiliser les gens et de briser les tabous. Moi, j'en parle ouvertement parce que je sais que je ne suis pas victime de mes gènes. Je sais que le regard de l'autre ne va pas changer ce que moi, je pense à l'intérieur de moi, de mes compétences mais c'est un travail de tous les jours. Et nous, professionnels de la santé, je pense qu'on a cette responsabilité de sensibiliser les gens, ne pas les juger, les accueillir, leur donner des outils et aussi l'information. L'information, c'est une richesse. Quand on est informé, on a plus de choix. Quand je sais que je peux prendre soin de moi en faisant ça, on va y revenir, on va parler en détail de tout ça, ça me donne le choix, ça me donne, OK, je ne suis pas une victime, je ne dépends pas de ça ou de ça ou de ça, je peux choisir, je suis libre de choisir. Il y a ceux qui vont choisir une certaine approche. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. C'est ta décision, tu as le choix. Et c'est ça, vulgarisant tout ça. Je pense que c'est de notre responsabilité de le faire en tant que professionnel de la santé. oui, puis il faut apprendre, dans la sensibilisation, il faut apprendre aux gens, entre autres, à se connaître, à savoir que on n'est pas tous équivalents, c'est tout à fait normal. Dans le fond, on devrait dire à tout le monde là, que la normalité, ça n'existe pas. Non. Puis, un des gros défis en santé mentale, c'est justement ça le problème, c'est qu'on essaie de définir une normalité parce qu'on a tendance comme société, en fait, à considérer quand est-ce qu'on devrait porter acte, en fait, sur quelqu'un qui a des problèmes quand on finit par mettre un pointillé puis dire tu as traversé le pointillé. Mais en santé mentale, la normalité, ça n'existe pas de toute façon. Ceci dit, continuons. Je trouve ça vraiment intéressant. Quand tu as décidé de devenir au Québec, de revenir au Québec, c'est qu'en fait, après tes cours de marketing, tu es resté Oui. là-bas un bout de temps? Je suis restée 2 ans en France et puis je sentais que j'adore la France. La France, c'est ma Madeleine de Proust. C'est-à-dire à chaque fois que je suis là-bas, les odeurs, les paysages, je suis juste émerveillée, mais je sentais que l'appel d'une évolution, je ne le savais pas à l'époque que ça allait bouleverser ma vie, mais l'appel d'une aventure, d'une évolution. Et puis, il y avait le Québec qui m'attendait. Je voulais venir au Québec quand j'avais 18 ans. Moi, je ne pouvais pas pour des raisons personnelles. Et puis, et si je te disais que mes démarches pour venir au Québec se sont fait tellement naturellement, facilement, comme lettre à la poste. C'est incroyable. Et au bout de quelques mois, j'ai eu ma résidence. Je suis venue comme résidente directement sans avoir jamais mis les pieds ici. Je suis folle. Oui. Et là, mais en arrivant ici, tu es obligé de refaire tes cours de pharmacie? Alors, si je te dis que je suis arrivée avec 2000 $ en compte bancaire, j'ai travaillé d'abord comme assistante technique. Oui, je devais refaire les études, je le savais. Donc, c'était un choix délibéré. Donc, je savais que je devais refaire les études. Je savais que ça allait quand même être un parcours du combattant, mais j'étais déterminée. Donc, je me suis dit, OK, je connais pas du tout le système de santé québécois, mais rien. Je me suis un petit peu informée dans mon processus d'émigration, bien sûr, mais ça reste de la théorie. Je me suis dit, OK, je vais commencer comme assistante technique. Donc, j'ai quand même mis la fierté de la pharmacienne qui gagnait bien sa vie pour. Je me suis dit, non, je vais le faire. Et là, grosse surprise, je me rends compte que finalement, c'est très stressant de travailler dans une pharmacie. Je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est le milieu de la santé. Donc ça, c'était vraiment le gros choc. J'arrive, c'est bien, ça bouge, on prend soin des patients. Il y a plein de bonnes choses que je vais dire, hein. Je ne vais pas comparer, c'est quand même le Canada, ça bouge, les médicaments sont là, le service à la clientèle.
Mais les professionnels de la santé sont juste épuisés, stressés, ils n'ont pas le temps d'être présents. Je me dis, oui, mais c'est pas normal, c'est le milieu de la santé. Donc là, gros stress, je fais mon premier épisode d'hypomanie. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est une hypomanie. Tu peux Non, peut-être leur expliquer? c'est mieux de définir, je crois. Écoute, c'est sûr que Alors, c'est... alors, au fait, on se sent... une hypomanie, c'est quand la personne qui fait de la c'est l'inverse de la dépression, pour vulgariser. C'est une personne qui va se sentir en confiance, mais cette confiance-là, elle est exagérée par le cerveau. On va commencer à avoir des envies de folie ou peut-être dépenser de l'argent, avoir peut-être des comportements inappropriés parce qu'on se sent inarrêtable. Donc, pour moi, c'était plus beaucoup d'énergie. Je disais à mes amis, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau à Montréal? Je me sens en super forme, mais ce n'est pas comme d'habitude. Je n'arrivais pas à me contenir, au fait. Et c'était la façon qu'a trouvé mon cerveau pour répondre au stress, donc faire une hypomanie. Puis ça s'est résolu tout seul au bout de quelques mois. Je ne savais même pas, je n'avais pas cette conscience. Donc, je n'avais pas cette présence pour m'arrêter et pour m'observer. Donc, ça se résout. Entre-temps, je suis acceptée pour refaire mes équivalences en pharmacie à l'Université de Montréal. J'avais un bon dossier, donc j'étais acceptée du premier coup. Là, on arrive sur les bancs de l'université. Et là, on nous dit, bienvenue, vous allez en galérer. C'est le terme qu'ils nous ont dit. Ça va être dur, c'est un très bon programme, je le sais, je le confirme, excellent programme. Mais ils nous ont dit qu'on n'allait pas avoir le temps de respirer. Ils nous ont vraiment sensibilisés. Il faut vraiment tenir le coup, ça va être dur, on n'allait pas avoir le temps. Et là, détresse psychologique pour une personne qui veut vraiment performer aussi, on nous ont dit qu'il faut avoir des bonnes notes. Là, je commence à sentir l'anxiété. Et puis, je suis allée consulter. Puis là, c'est là que j'ai compris avec le psychiatre que j'avais un problème de bipolarité. Et puis là, je dis au psychiatre, c'était le coup de massue qui m'a réveillée. Je lui ai dit, je me rappelle, lui, il était genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je lui ai dit, écoutez, je vous remercie pour le diagnostic. J'apprécie parce qu'il m'a posé beaucoup de questions sur mon enfance pour avoir le diagnostic. Donc, il a posé beaucoup de questions. Et là, je lui ai dit, je fais en sorte de tomber malade par un manque de discernement, un manque de présence, par des comportements, peut-être l'alimentation, ma façon de voir les choses, ma façon de gérer mon stress. Et si j'ai pu tomber malade, je peux faire l'inverse, je peux guérir. Et j'ai refusé sa prescription, puis il me dit, tu es la patiente la plus consciente que j'ai jamais vue. Et là, j'en sors et je me suis dit, OK, Tess, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? En plein milieu de l'année, première année scolaire, je me rappelle, c'était, non, pas milieu, mars, avril. Et là, j'ai commencé mon processus de guérison. J'ai refusé de prendre des médicaments, c'est mon choix. Encore une fois, ceci n'est pas pour discréditer le bénéfice que peuvent tirer toutes les personnes qui souffrent de maladies mentales des médicaments. Jamais, jamais n'arrêtez votre médicament sans l'avis de votre médecin. C'était ma décision à moi, je l'assume, mais jamais je dirais à une personne de ne pas prendre ou de refuser ou d'arrêter ses médicaments sans consulter son médecin. Et je vois comme beaucoup de personnes dans la santé mentale s'est améliorée avec les médicaments. Mais il n'y a pas que ça. Et c'était ma décision. Donc, j'ai commencé à explorer d'autres outils. Et la première chose qui m'a vraiment, vraiment sauvé la vie, le terme, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de ralentir. Juste de ralentir, de respirer et puis de commencer à s'observer, à apporter des ajustements à sa façon de voir les choses, de penser, de comment manger, de se respecter les limites. Et c'était un processus qui a pris beaucoup de temps, mais merci la méditation. Ah non, mais c'est génial que tu en parles parce que écoute, c'est tellement important. Puis, en fait, je te l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, je suis quelqu'un moi-même qui a tendance à faire de l'anxiété de performance. Puis justement, je ne suis pas capable de m'arrêter. Fait que moi, je vais avoir le réflexe. Écoute, c'est comme. Je vais avoir le réflexe d'essayer de me brosser les dents pendant que je fais la vaisselle, en fait, puis que je prends des notes, tu sais, pour sauver du temps, puis que je cuisine de quoi, tu sais, c'est comme. Ouais, ça, D'un c'est. autre côté, je suis un hyperactif, là.
Effectivement, moi-même, m'arrêter, écoute, c'est un travail quasiment de tous les jours. En fait, j'y pense constamment. J'essaie de ralentir. Une affaire qui m'a beaucoup aidé à ralentir dans mon cas, là, en fait, c'est de me donner du temps avec les amis. Ça Ah, m'a beaucoup aidé à ralentir. C'est que je me suis fait la promesse de toujours prendre le temps, de faire de la place à l'amitié, de prendre le temps, genre, de discuter avec les gens, de leur parler. Mais honnêtement, ça m'a amené énormément dans la vie, en fait, parce que ça m'a fait connaître des gens comme toi, que j'ai pris la peine de discuter avec eux, de faire connaissance, de prendre la peine d'échanger, de c'est tisser vrai. des liens, puis de construire dessus par la suite, en fait. Donc, c'est extrêmement important de trouver mais la méditation, quand tu parles de méditation, peux-tu Je me vois donner qu'il y un a exemple? oui, je vois qu'il y a des questions. La première, oui, je vois que c'est quelle sorte de méditation. Et puis, il y a même une question sur trouble personnalité limite et bipolaire. C'est différent, mais on peut expliquer ça après, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais pour la méditation, au début, c'était des méditations guidées. Et puis ensuite, des méditations de pleine conscience, juste le fait d'observer ses pensées. J'avais deux mentors qui m'ont beaucoup aidé. Christophe André, qui est un psychiatre, psychologue français, qui est le père de la méditation de pleine conscience en France. Et puis, bien sûr, John Kabat-Zinn, qui est un professeur au Matcha Associate Institute, qui a vulgarisé la méditation de pleine conscience du défunt qui vient de décéder. Je n'arrive pas à prononcer son nom, Thich Nhat Hanh, un des moines bouddhistes qui est le père de la mindfulness au Vietnam, dont la pratique a été apportée aux États-Unis et vulgarisée aux États-Unis. Donc, c'était la méditation de pleine conscience, c'est s'observer. C'est juste être là. Parce que des gens parlent d'éveil, c'est très spirituel, c'est religieux. Ça n'a rien de spirituel, le fait d'observer ses pensées. Juste de s'arrêter, de se dire, OK, j'ai une pensée négative. Si j'ai l'énergie et le recul de ne pas m'identifier à mes pensées, je ne suis pas cette pensée, donc je peux choisir de la nourrir ou pas. Juste cette force, ça donne un pouvoir de se dire, OK, je ne suis pas à mes pensées. OK, je ne suis pas à mes émotions. Je les accepte, je les accueille, je les laisse partir, mais ce n'est pas eux qui définissent ce que je suis. Donc, la pleine conscience, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais c'était que le début du voyage de guérison. Mais je pense que c'est la base pour toute personne qui veut vraiment une transformation dans sa vie, choisir, s'améliorer, évoluer. Je pense que s'il n'y a pas cette prise de recul, cette conscience, ça va être difficile. Parce que quand on est baigné dedans, on n'est pas puissant, on ne peut pas choisir, on ne peut pas se transformer. Donc, c'est important. Et c'est ce qui m'a permis de me transformer. Ah, c'est génial. En fait, je suis vraiment content que tu en parles. Et j'ai vu quelqu'un dernièrement, parce que là, tu parlais d'agir, en fait, ou de ne pas nécessairement l'accepter, en fait, le sentiment, la pensée. J'ai vu quelqu'un dernièrement qui disait que concernant l'anxiété, puis l'anxiété, c'est beaucoup d'anticipation, hein, ça va mal aller, c'est blabla. Puis on a tendance à dire, puis bon, on dit habituellement que 80 des choses qu'on anticipe, malheureusement, qui n'arrivent pas de toute façon. Fait qu'on est tout le temps, on passe notre temps à s'inquiéter pour rien. Et j'ai vu quelqu'un dernièrement dire que stop, elle dit stop. Et c'est intéressant comme phénomène parce qu'à partir du moment où tu es capable justement de dire à des pensées anxieuses, d'anticipation, non, je ne l'accepte pas. C'est Oui. pas à moi ça. C'est vrai que ça aide beaucoup. C'est ça, et de ne pas la nourrir avec notre énergie. Là où va mon attention, va mon énergie. Si mon attention, elle est tournée vers ces pensées négatives, je vais les nourrir de mon énergie, ça va me drainer. Donc, les gens croient que l'épuisement physique, c'est juste des choses que je fais, mais des fois, c'est juste notre façon de penser, elle est fatigante. On Ah oui, nourrit des bien. pensées négatives avec notre énergie. C'est ça. Ben oui, ben, en fait, écoute, après-midi, je donnais justement une formation sur la prévention de l'Alzheimer à des dentistes. Et, euh, et en fait, dans le domaine de l'Alzheimer et de la prévention, on invite les gens à faire des activités qui sont exigeantes pour le cerveau. Et j'explique à toutes les fois que la gestion des émotions est terriblement exigeante pour le cerveau. En fait, ce qui se passe quand on est fatigué de gérer nos émotions reliées à l'anxiété, ben c'est ça, en fait. C'est que c'est fatigant de gérer des émotions. Essayons de ne pas gérer ceux-là qu'on n'a pas besoin. Absolument. Surtout si on n'a pas construit les chemins neuronaux, si on nous a jamais appris à le faire, quand on veut commencer à faire quelque chose de nouveau, pourquoi ça prend beaucoup d'énergie? Parce qu'on n'a pas encore les chemins neuronaux. Le système nerveux n'est pas encore solide. Donc, il faut de la répétition au début
C'est comme le vélo. Au début, on va se concentrer ou apprendre à conduire. On a besoin d'énergie, on a besoin de concentration. Et puis, une fois que le programme est installé, ça devient plus facile. Mais c'est ça au début, la méditation, c'est peut-être dur, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si on peut en parler tout de suite ou pas. J'attends tes Oui, autres oui, questions. oui, vas-y, c'est intéressant, continue. Alors, quand on commence à méditer et quand on est une personne anxieuse, pourquoi c'est dur? Tout le monde me dit, mais moi, je fais beaucoup d'anxiété, mais j'aime pas méditer. Et ça me donne encore plus d'anxiété. Ah, je suis Pourquoi? comme ça. Parce que le corps est agité. Si le corps est moins agité, on a plus d'énergie pour ne pas nourrir ses pensées. Alors, je leur dis, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit d'abord, vous vous occupez du corps. Il y a plusieurs techniques dans le yoga. C'est pour ça, dans les traditions orientales, on commence d'abord par les postures. Ensuite, on va méditer. Donc, ça calme le système nerveux. Quand on dit corps, c'est le système nerveux. Ou sinon, tu commences par de petites méditations, courtes méditations. Mais l'idéal, c'est les deux. C'est d'abord réduire l'agitation du corps. Il y a ceux qui vont courir, puis ça va les calmer. Il y a ceux qui vont s'étirer pour éliminer les tensions, réduire les tensions. Puis quand le corps qui est le siège des émotions, le corps ne ment jamais. Et ça, je trouve que là, je vais sortir un peu du sujet. Dans la psychothérapie, c'est excellent, mais on travaille très peu avec le corps. Mais là, ça commence à changer avec avec toutes les nouvelles thérapies, le yoga somatique, le MDR, ça commence à bouger. C'est primordial de travailler avec le corps. Et comment ma santé mentale s'est beaucoup améliorée, c'est quand j'ai commencé le yoga. La méditation, ça m'a beaucoup aidée, mais je rechutais de temps en temps dans l'anxiété, je l'observais, mais je voyais qu'elle prenait mon énergie. Dès que j'ai commencé le yoga, je me suis connectée à mon corps, comme si j'étais dissociée, j'étais tout le temps dans ma tête. Et plus je me connecte à mon corps, plus c'est un animal au fait, plus je le dresse, avec amour bien sûr, et c'est plus facile. Ok, donc là je suis calme, j'ai plus de clarté et d'énergie pour pouvoir observer ses pensées. C'est dur de faire des méditations lorsque le corps est agité. Ah, c'est intéressant. En fait, ça, c'est la deuxième étape, parce que là, tu Oui, parlais de la méditation, c'est juste une partie de ce qui t'a amené justement vers la guérison, ce qui t'a amené à être plus en paix, hein, on pourrait dire. oui, La oui. deuxième, c'est le yoga. Y a-tu une autre étape par la suite? Au fait, c'est un tout. Le yoga, ça m'a permis à respirer. Ça m'a appris, au fait, à respirer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, les personnes anxieuses ont tendance à respirer comme ça, de façon superficielle. Et puis, donc, quand on commence à respirer avec le ventre, qui est une respiration diaphragmatique, les bébés respirent comme ça. Ce qu'on va activer, on va activer notre système nerveux parasympathique, donc le nerf vague, qui est un excellent anti-inflammatoire. Et on sait maintenant le rôle de l'inflammation dans les maladies mentales. Je sais, tu as fait une conférence avec la psychologue, j'ai oublié son nom, qui travaille à Gatineau. Geneviève. Ah, c'est une Geneviève La excellente. Bonté Chartrand. Regardez, excellente conférence qui explique le rôle de l'inflammation microbiote dans le traitement des maladies mentales. Il y a beaucoup d'études et j'espère que ça va être encore plus vulgarisé, même dans les cours pour les étudiants en pharmacie. Tout le monde doit savoir ça, les médecins, espérant que ça va faire bouger les choses. Donc, la respiration, respirer avec son ventre, ça va venir activer le système de relaxation, le nerf vague, ça a des effets. D'ailleurs, si je vous demande maintenant de respirer juste 2 respirations avec le ventre, vous allez être encore plus détendu. Ouais, donc En fait, c'est le système nerveux, au fait. C'est travailler avec notre système nerveux, puis avec notre cerveau. Bien sûr, le corps envoie plus de signaux au cerveau que le cerveau au corps. Donc, c'est primordial de travailler avec le corps. Et ça peut être le yoga, ça peut être la danse, même le théâtre. Et puis ensuite, de ramener toute cette énergie et toute cette conscience pour se reconnecter à soi et commencer à vivre sa vie de façon consciente et non la subir. C'est ce ah, qui c'est a. intéressant, j'adore ça. En fait, Tessa dit, tu vas trouver ça intéressant quand j'étais au primaire, puis je m'en rappelle parce qu'à l'époque, j'avais trouvé ça étrange. En fait, il y a une dame qui était venue nous voir, puis là, je ne suis pas sûr que j'étais en 5e année ou en 6e année.
pour nous expliquer justement de respirer par le ventre. Puis là, elle nous Oui, observait et elle disait, non, non, c'est pas comme ça, je ne veux pas voir bouger tes épaules, il faut que tu respires par le ventre. C'est quand même intéressant de voir qu'il y avait eu l'idée, je ne sais pas d'où ça venait en tant que tel, d'essayer d'apprendre aux jeunes, les enfants, à respirer par le ventre, justement, pour mieux respirer. C'est quand même. ouais. Oui, ouais, c'est un outil formidable. Je vois une question de BS. Ça dit, il y a rien de plus grave que de dire à un enfant qui souffre d'anxiété de relaxer, très anxiogène. Je suis absolument d'accord. Je pense que les enfants, ils ont besoin de plus de mouvement, de faire partir cette décharge d'anxiété. Des fois, c'est juste, ils ont besoin de mouvement. Après, moi, je ne parle pas pour les enfants. Je ne suis pas pédiatre. Je ne travaille pas avec les enfants. Donc, c'est au-delà de mes compétences. Mais je suis d'accord qu'avec les enfants, des fois, c'est juste arrêter d'être tout le temps devant les écrans, les faire aller dans la nature, les faire bouger. Mais c'est au-delà de mes compétences. Oui, ben en fait, hein, on parle ici aussi de la question de l'hyperactivité. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facettes derrière ça là, qu'on ne pourra pas discuter ce soir, mais peut-être juste un élément en parenthèse, là. C'est qu'il y a Oui, beaucoup d'enfants qui, en hyperactivité, en fait, ne sont pas vraiment des enfants hyperactifs. C'est des enfants terriblement brillants qui s'emmerdent à l'école. je suis Et on a d'accord. tendance, comme société, à vouloir les droguer et les tenir tranquilles. C'est sûr qu'on devrait, d'un, les faire bouger, ça c'est une chose, mais de deux aussi, les amener cognitivement à dépenser de l'énergie, C'est à ça. les amener à faire Amusant. quelque chose qui est plus exigeant mentalement pour eux. Mais refermons la parenthèse, non? Mais ceci dit, euh, ceci dit, oui, on a des questions dans la boîte à questions aussi. Tessa dit qu'on peut peut-être regarder. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que ça prend nécessairement un médicament chimique pour la dépression? Aussi, une médecine naturelle peut être bénéfique et résoudre le mal-être. Bonne question. Moi, je trouve que ça dépend de chaque personne. Les médicaments ont prouvé leur efficacité dans les maladies mentales. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent mieux en prenant certains médicaments, et tant mieux. Mais je trouve que des fois, quand on se concentre juste sur une chose, on peut passer, c'est-à-dire je vais te donner un médicament, mais si j'ajuste pas autre chose, mon alimentation, mon sommeil, ma façon de collaborer avec les autres, ma façon de prendre soin de moi, mon exercice physique, ma façon de gérer mes pensées. Moi, je pense que c'est un tout. Et puis, bien sûr, chacun sa décision. On donne le choix aux personnes. Jamais je dirais que les médicaments, c'est mieux ou prendre juste des produits naturels, c'est mieux. Chacun son expérience. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est de prendre en main toute ma vie, c'est-à-dire mon alimentation, mon exercice physique, mon sommeil, ma façon ma philosophie de vie, observer mes pensées, gérer mes émotions. Et ça a fonctionné pour moi. Après, une autre personne qui va faire ça et prendre des médicaments. Il y a une autre personne qui est bien dans sa vie et qui a juste besoin d'un boost. Ça arrive des fois une petite dépression après un deuil, puis la personne, elle est bien, elle n'a pas de problème de santé, puis elle va prendre un médicament et puis elle va guérir. Tout dépend de la personne. Mais je trouve important de faire attention parce on interagit avec notre environnement. Donc, des fois, c'est peut-être un manque le microbiote, comme tu avais fait dans ta conférence quand tu avais parlé avec la psychiatre, la psychologue. Des fois, c'est un manque de sommeil, des fois c'est parce qu'on est en burn-out, on est épuisé, on est déminéralisé. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher une dépression et ce n'est pas juste génétique. Donc, Oui, il n'y a pas effectivement. une seule réponse pour tout le monde, je Non, je suis pense. d'accord avec toi, en fait. C'est que je pense qu'il y a des gens qui ne pourront pas éviter la médication dans des cas de dépression. Il y a des gens qui vont pouvoir l'éviter. Il y a des études qui ont montré, puisque la semaine dernière, je donnais justement une conférence pour des employés d'Hydro-Québec sur le système de la maladie versus le système de la santé. Et je prends l'exemple de la dépression parce qu'on est une des sociétés dans le monde au Québec qui utilise le plus d'antidépresseurs. Puis C'est quand je vrai. dis une des, probablement qu'on est la population qui utilise le plus d'antidépresseurs parce que déjà en 2014, en fait, le Canada était classé troisième à l'échelle internationale. Puis au Mm. Canada, c'était le Québec qui en consommait le plus. Puis avec la pandémie, on a eu une augmentation au Québec qui était plus importante que lors des 15 dernières années. Mais il y a eu des études qui ont montré, entre autres, que l'activité physique a un gros impact sur la dépression, puis que, outre la médication, en fait, l'activité physique amène moins de rechutes au niveau des gens chez qui ils peuvent répondre à l'activité physique. De la même façon, il y a des produits de santé naturelle comme la rhodiole qui ont montré des effets un petit peu
inférieur à la sertraline, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires, puis même des effets qui peuvent être additifs à la sertraline, qui pourraient permettre aussi d'être pris en concomitance, puis de baisser la dose du médicament dans le but, en fait, de réduire les effets secondaires associés. C'est intéressant. Peux-tu m'envoyer l'étude? Oui. Très intéressant, Rodio. Mao, en 2020, en fait, Mao a testé 2 doses différentes de la rhodiol en combinaison avec la sertraline. Et ceci étant dit, c'est que en santé intégrative, dans le fond, on devrait considérer l'ensemble des approches. Si on prend quelqu'un puis que là, on lui fait faire à la fois de l'activité physique, on lui donne des produits de santé naturelle, on améliore son sommeil, on lui donne des médicaments, bien, c'est peut-être que le médicament, il va en avoir besoin juste quelques mois au lieu d'en avoir besoin pendant 10 ans. Absolument. Absolument. Je pense que c'est plus comme ça qu'on devrait voir ça, en fait, à mon point de vue. D'où l'association de la santé intégrative. Oui. Et c'est ça. Il y a des personnes qui ont besoin d'améliorer beaucoup de choses dans leur alimentation. Moi, quand je vois des personnes qui font de l'anxiété, qui viennent à la pharmacie chercher leurs médicaments, je leur fais le conseil sur les médicaments, bien évidemment, les effets secondaires, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de mesures non pharmacologiques, à ce que tu fais attention à ton alimentation, ton microbiote, ton sommeil, ta gestion du stress. La méditation a été prouvée pour prévenir les rechutes en dépression. Je leur parle de ça. Je ne peux pas ne pas parler de ça. Et tout le monde doit savoir qu'il n'est pas victime de ces gènes. Et surtout quand la personne me dit c'est dans la famille. Là, je me fâche un petit peu. Je me dis oui, OK, il y a les gènes, mais il y a l'environnement, il y a l'épigénétique. Tu as un énorme pouvoir et ton corps est ta plus grande pharmacie. Oui, puis il y a une question de personnalité puis de culture de la famille aussi. Il faut faire attention. C'est peut-être un mode de pensée que vous avez acquis dans la famille. C'est peut-être pas génétique, là. Autrement dit, on est peut-être capable de faire autrement. En passant, tu as parlé d'alimentation. Ça aussi, si tu veux, je pourrais t'envoyer. Il y a une étude qui a publié une liste des aliments antidépressifs ou antidépression qui réduisent les risques, en fait, de dépression. Je pense que c'est des aliments anti-inflammatoires. Oui, c'est ça. Okay. Oui. L'impact de l'inflammation sur le cerveau. Tu as vu, on parlait un peu avec Geneviève, justement. Geneviève La Bonté Chartrand, pour ceux et celles qui seraient intéressés, quand on parle en fait, de l'entretien avec la psychologue Geneviève La Bonté Chartrand, elle est sur la chaîne YouTube de Vitali. Vous pouvez la réécouter, en fait. Donc, on a une autre question. Dans ma famille, 8 enfants, il y avait la moitié qui souffrait d'anxiété, bipolarité, dépression, et la moitié qui n'a pas de problème de santé mentale. Pourquoi? Très bonne question. Alors, il y a des études qui ont été faites sur des jumeaux. Je ne sais plus si c'était... Oui, je ne sais plus. Non, ce n'était pas à Montréal. Ils ont pris jumeaux monozygotes. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos de YouTube. Et ils ont mis les jumeaux dans 2 environnements différents. Un, à la fin, a développé le diabète et l'autre, non. Au fait, oui, il y a le facteur génétique, mais il y a l'environnement. Est-ce que les membres de famille ont le même environnement? Est-ce qu'ils mangent pareil? Est-ce qu'ils ont les mêmes circonstances au travail, leur façon de voir le monde? Est-ce qu'ils ont eu des traumas pendant l'enfance? Des fois, les traumas pendant l'enfance qui n'ont pas été bien gérés peuvent avoir un grand impact sur la santé mentale et d'ailleurs, ça s'imprime sur le cerveau. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que 2 personnes de la même famille, d'ailleurs, moi, j'ai développé ça et ma sœur, non. Pourtant, on a vécu dans la même famille, on a eu les mêmes. Mais, donc, il y a toujours la sensibilité de chacun et sa façon de voir les choses, les traumas aussi dans l'enfance. Je pense qu'il y a un grand impact des traumas dans l'enfance sur le développement du cerveau, du lobe préfrontal, notre capacité d'avoir de la conscience et d'observer notre comportement. Donc, le cerveau évolutif de l'être humain qui est différent du cerveau limbique et du cerveau reptilien. Donc, c'est ça qui fait que chacun développe ou pas une maladie. Donc, c'est multifactoriel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce mieux d'abandonner le café ou le thé pour la prise de médicaments antipsychotiques? As-tu une opinion là-dessus? Il faut voir les interactions médicamenteuses d'abord, mais honnêtement, moi, je recommande de réduire le café à toute personne qui fait de l'anxiété parce que c'est un excitant et ça augmente le système nerveux sympathique. Moi, j'en bois pas. J'ai arrêté. Après, médicaments, il faut voir les interactions médicamenteuses. Moi, j'adore le café, en fait. Je dirais que ce que j'ai fait, c'est
Je continue d'en prendre le matin, en fait, mais j'en prends moins longtemps durant la journée, en fait. Puis dans le reste de la journée, je prends du thé. Vous avez vu tantôt que j'avais une tasse jamais des Caraïbes. J'ai dit, Pareil, OK, moi j'ai une tisane. Moi, j'ai remplacé le café par le yoga. Les salutations au soleil, ça me donne de l'énergie. Il y a aussi certains exercices de respiration qu'on appelle Kapalabhati. Et puis, au fait, ça t'énergise sans effet secondaire. ah, c'est intéressant ça. Mais en fait, suite à tout cet apprentissage-là, parce que là, ce qui est intéressant, on y vient, c'est que tu as décidé aussi d'en développer une pratique puis d'aider les gens. Mm, J'aimerais ça que mm. tu nous en parles. Ah, j'adore, c'est ma passion, c'est un choix que j'ai pris parce que ça me passionne. J'adore voir les gens se transformer, j'adore voir les gens s'éveiller à leur pouvoir intérieur. Donc, j'ai fait une formation professorale de yoga, une formation en mindfulness. Donc, je suis instructrice de méditation de pleine conscience. Et pour pouvoir accompagner mes clients, je les appelle pas patients, mes clients, je fais du coaching. Je continue à me former. Ça fait 2 ans que je me forme au même institut américain. Donc, je suis coach santé et coach de vie certifié. Et je continue à me certifier, à apprendre beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur le coaching santé et sur le coaching de vie. Donc, j'intègre aussi mes outils qui sont la méditation, la respiration consciente, le yoga en plus. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent prendre soin de leur santé mentale, de leur santé physique aussi. Mais ma spécialité, c'est plus le burn-out, les gens qui veulent poser des limites, gérer leur confiance en eux, vivre en sérénité et se sentir revigoré. Ah, c'est intéressant. En fait, pour les gens qui ne le savent pas probablement, là, le coaching santé est beaucoup basé aussi sur l'esprit de ramener la responsabilité Absolument. des gens, de leur santé, de leur propre santé entre leurs mains. En fait, de faire en sorte que les gens soient responsables de leur santé. Techniquement, comme peuple, en fait, on ne devrait pas remettre notre santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Personne. Non, non, jamais. On ne devrait jamais faire ça nulle part, en fait, parce que ce faisant, on nous enlève aussi les outils pour agir nous-mêmes, pour essayer de nous aider. Donc, c'est un mauvais départ, en fait, même pour essayer de considérer les facettes de santé mentale ou autres. C'est fascinant pour le coaching santé. Puis en fait, hein, j'en connais une autre, une pharmacienne qui. Je ne sais pas, je t'ai déjà parlé de Elena Bureau. Mais, oui, 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 magnifique. Oui, beau parcours. Beau Magnifique. parcours. Mais tu sais quoi, quand tu dis qu'on n'offre pas trop le choix, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un poids. Je suis pharmacienne, hein, je suis peut-être biaisée et peut-être que je suis la bonne personne pour en parler. On sent qu'il y a quand même un poids de l'industrie pharmaceutique, même si on ne peut pas nier tous les avantages qu'elle a fait, toutes les bonnes choses qu'elle a faites, mais on sent qu'il y a quand même pas comme de la publicité, mais comme presque une programmation pour que les gens vont tout de suite aller chercher ça au lieu d'aller creuser d'autres méthodes. Au lieu de donner le libre choix à tout le monde, d'aller choisir. Je le dis, je n'ai pas envie que les gens croient que je suis contre les médicaments. C'est quand même touchy, hein, mais c'est juste de donner la liberté à chaque personne de choisir ou de ne pas choisir, de dire, OK, moi, je choisis ça, je sais qu'il y a d'autres alternatives. Peut-être que ça va prendre plus de temps parce que prendre une pilule et changer son mode de vie, c'est facile de prendre une pilule parce que changer son mode de vie, ça vient chercher nos patterns, nos programmations, ça prend de la pratique, de la volonté, une décision ferme. Donc, la facilité, c'est d'aller prendre un médicament. Donc, et c'est très, pas encouragé, mais c'est dans les mœurs. On ne va pas se le mentir, c'est dans les mœurs. Si on n'est pas éveillé et si on n'a pas un choix conscient de vraiment prendre soin de sa santé, de prévenir, je ne parle pas de traiter, on parle de prévention, de prévenir. C'est vrai qu'on peut facilement être biaisé. Et si on donnait le choix à tout le monde de se dire oui, le médicament, il est là, il donne de très bons résultats. Et si tu pouvais juste changer certaines choses, si tu pouvais prévenir, on ne dit pas mieux vaut prévenir que guérir? Oh oui. Oh oui, puis écoute, il y a des choses qui sont très, très efficaces. Tu as parlé de l'activité physique tantôt. Moi, je le dis souvent ouvertement, je fais de l'activité physique intense pour baisser mon stress, mon anxiété. Ça fonctionne très bien. En fait, j'ai même dit dans une conférence dernièrement, ça a fait rire tout le monde, là, que j'utilise aussi comme source de motivation, même le stress, l'anxiété, puis
puis même des frustrations qui vont m'amener à courir plus vite sur le tapis roulant. En fait, je vous dirais que c'est un site, je suis en pleine forme. Excellent, excellent. Excellent. Chacun a ses outils. Il y a ceux qui vont faire de l'activité physique, il y a ceux qui vont faire du yoga, il y a ceux qui vont juste faire de la peinture, juste se sentir bien dans le moment présent, se connecter à soi, à son pouvoir intérieur. Et puis, j'allais dire une chose, mais j'ai perdu le fil de ma pensée parce que j'ai une question. Oui, le médecin est obligé de prescrire des médicaments, mais il peut aussi euh, conseiller le patient, lui dire, OK, là, je te donne un médicament, mais tu devrais revoir ça, revoir ça, revoir ça. C'est vrai qu'on est dans un système pressé, stressé, et je ne mets pas la faute sur mes collègues, ni pharmaciens, ni médecins, et c'est pour ça l'association. Donc, il y a d'autres moyens par lesquels nous, pharmaciens, médecins, ostéopathes, chercheurs en biologie, c'est comme ça qu'on peut transmettre l'information. C'est vrai qu'au travail, c'est pas facile c'est pas facile, mais on se donne d'autres moyens pour vulgariser, pour donner l'information et redonner le pouvoir aux consommateurs, aux clients. On est tous responsables de notre santé. On ne dépend ni du gouvernement, ni des laboratoires, d'aucune force extérieure. Quand on s'éveille à sa force et à sa conscience, bien sûr. En fait, tu as mentionné l'association. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est que c'est pas l'automne dernier, c'est l'autre automne d'avant. En fait, ça fait 1 an et demi maintenant environ. On a fondé au Québec l'Association professionnelle pour la santé intégrative, dans le but justement d'amener une plus grande collaboration entre à la fois les professionnels des approches complémentaires et les professionnels habituels du système de santé. Donc, quand vous dites que les médecins, là, faites attention, en fait, il faut faire attention à critiquer la pratique, je vous dirais, parce qu'actuellement, nos médecins au Québec font extrêmement bien ce qu'on leur a demandé de faire. Oui. S'ils ne font pas tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent, ce n'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute du système. C'est le Oui. système de santé actuel qui ne demande pas, qui ne pose pas la bonne question. C'est que Oui. si on voulait que nos médecins s'impliquent plus en prévention, il faut changer le mode de pensée. Il faut penser santé au lieu de penser maladie. Mais là, c'est un autre sujet, disons. Non? Leur formation. Non, il y a Annie qui disait que c'est leur formation. C'est vrai que c'est en partie, c'est leur formation. Oui. C'est ce qu'on lui demande, c'est ça. Oui. C'est ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui me demandait aussi dans la boîte à questions. Dans une autre conférence, vous avez dit boire du café pour le cerveau. Oui. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le café est bénéfique pour le cerveau. En fait, c'est que le problème avec le café, c'est que, puis je le mentionne habituellement en conférence aussi, c'est que ceux qui font de l'anxiété ou ceux qui font de l'hypertension, il faut y faire attention au café parce que là, malheureusement, soit ça peut accentuer l'anxiété ou ça peut accentuer l'hypertension. Donc, ça dépend c'est ça. Pour accentuer les symptômes. Et l'anxiété n'est pas notre ennemi, c'est un symptôme. Moi, je dis, il faut arrêter de diaboliser l'anxiété. Je sais, mais qu'est-ce qu'elle dit? Il faut arrêter de diaboliser. Parce que si moi, je n'avais pas fait d'anxiété, je ne me serais jamais réveillée. C'est un symptôme qui me disait, hey, écoute, Tess, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ce que tu manges, avec qui tu interagis, ce que tu te racontes entre tes deux oreilles. Réveille-toi, ton énergie, elle baisse. Donc, c'est vraiment un indicateur de quelque chose qui nous dit, il va falloir y remédier. Donc, il faut arrêter de supprimer les symptômes, il faut aller à la cause du problème. Et la cause, elle peut être multifactorielle. Oui, puis d'un autre côté, il faut aussi accepter le fait, si on a tendance à être quelqu'un qui fait plus facilement de l'anxiété, il faut trouver nos propres trucs pour bien le gérer, puis accepter le fait qu'on est comme ça. Ça existe aussi. Ça ne va pas nous empêcher d'être heureux et de passer une belle vie. Ce n'est pas vrai, là. Moi, je connais beaucoup de. D'ailleurs, il y a un médecin, je ne sais pas si tu connais, docteur Mafiloni, je ne suis pas bonne avec les noms. Oui, ma folie. C'est Ouais, ça, qui fait de l'anxiété et qui en parle et qui parle de la méditation de pleine conscience. Il y a beaucoup de personnes aussi, des personnalités publiques qui ont des problèmes de santé mentale et qui vivent bien leur vie parce que dès qu'on sort de la victimisation, et aussi le fait, des fois, il y a beaucoup de personnes qui s'associent au diagnostic, ils en font une identité. Moi, je n'ai pas fait des troubles mentaux mon identité. C'est juste un problème, un symptôme que j'ai pu régler en changeant beaucoup de choses. C'est là, au fait, plus j'augmente ma conscience, plus j'augmente ma présence, je ne fais pas des circonstances extérieures ou des problèmes de vie, j'en fais pas un drame. Et donc, c'est le recul. Et ça s'apprend. Si on ne l'a pas appris à l'école, ben, on l'apprend en tant qu'adulte.
Oui, oui, mais il y a beaucoup de gens qui vont l'apprendre plus tard dans leur vie, en fait, parce qu'à un moment donné, ils vont faire face à des difficultés, comme toi, tu l'as fait face. Mais je suis certain qu'il y a des gens qui ont dû se poser la question tout à l'heure. En fait, Tessa dit, si les gens veulent bénéficier de tes services, qui veulent te contacter, comment on fait? Alors, je suis disponible sur, j'ai mon site internet, Une vie consciente avec Tess. Je suis disponible sur Instagram où je partage aussi des fois des vidéos, des exercices de respiration. Euh, Att- euh, att- Attends, ah, attends. Bon, ton site Internet, redis-le tranquillement, s'il te plaît, je vais l'écrire dans la boîte à discussion. bien sûr, Une vie consciente avec Tess. En fait, Tess, c'est mon diminutif, Tess, Une vie consciente, avec Tess. en un seul mot. Euh, oui, tout collé. Ou sinon, il y a le groupe Facebook, non, pas le groupe, la page Facebook, Une vie consciente avec Tess. Avec c'est .com ou org.com? D'accord. Une vie consciente avec Comme Tess. ça? Tess, c'est ça, Une vie consciente avec Tess. Tess. Oui. Et puis, il y a aussi mon groupe, le collectif conscient, dans lequel je donne aussi des exercices de respiration et de méditation offerts, gratuites, chaque dimanche. Mon but, au fait, c'est de vulgariser la pratique de la méditation pour prendre soin de notre santé mentale et élever notre conscience et pour rester en bonne santé. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Le groupe Facebook, tu as dit qu'il s'appelle comment? Le collectif conscient. Le collectif Conscience. Le collectif conscient. Je vais peut-être te Conscient. l'envoyer. Je vais mettre le lien sur, euh, sur le chat. Et puis, il y a aussi juste Instagram, Tess lui dire, facile, pas compliqué à trouver. Mon prénom et mon nom. Ah, Alors, cool, c'est super. On avait quelques questions, peut-être un peu plus pointues, mais je peux peut-être dire un petit mot là, parce qu'il y a quelqu'un qui demandait la sérotonine sur une base régulière peut-elle remplacer les antidépresseurs? C'est probablement que vous parlez du 5-HTP, là, qui est en fait, le 5-HTP, d'un point de vue scientifique, honnêtement, c'est un peu mitigé l'impact. Il y a encore une incertitude à savoir s'il est capable de passer à la barrière hémato-poïétique au niveau du cerveau, puis avoir réellement un impact pour être transformé en sérotonine. Fait que les études ne sont pas très claires. Tant qu'à moi, si vous regardez du côté des produits de santé naturels, là, personnellement, j'aime mieux la rhodiole. Pour les symptômes de dépression légère à modérée, j'aime mieux la rhodiole, en fait, que la rhodiole n'a pas ou a beaucoup moins, en fait, de contre-indications que ce qu'on peut avoir avec, entre autres, le millepertuis. Ouais. mais tu ne parles pas de produits anxiété de. Moi, j'adore ce produit. Avec tous mes outils, des fois, je le prends aussi. Ah, ben ça, Je c'est. ne dois pas faire de publicité parce que je suis pharmacienne, mais ça, c'est personnel. J'ai déjà pris le produit pour anxiété de Vitoli à base de valériane et de. La L-théanine. C'est ça. Ah, ça fonctionne. Ah oui, non, ça, c'est génial. Mais en C'est fait, non, ben, c'est c'est parce mon que avis, hein, entre guillemets. ouais, ben, c'est parce que la personne parlait parce que la personne parlait de sérotonine Oui, oui, particulièrement. oui. C'était plus pour le cas de la dépression, mais oui, pour l'anxiété, honnêtement, moi aussi, je l'utilise. J'utilise Vitaly Stress Anxiété. Honnêtement, c'est vrai que ça marche très, très bien. Euh, Parce que, en fait, ben, la valériane, hein, tu parlais d'études cliniques, entre autres, puis de démonstrations. Il y a eu une compilation de 60 études, en fait, 2 méta-analyses positives sur la valériane. C'est bien documenté. Et là, il y a quelqu'un qui pose la question sur les oméga-3 aussi, aider pour l'humeur. En fait, c'est que, c'est, c'est que les carences en oméga-3 vont prédisposer à avoir des problèmes, mais le fait d'en prendre plus ne va pas nécessairement avoir un gros impact sur l'humeur. Ça va réduire les risques d'avoir des problèmes de l'humeur. C'est un peu différent. Ça ne sera pas le même impact que si on. Tout à l'heure, je vous parlais de la rhodiole, là. Mais c'est certain que c'est bénéfique quand même de se soucier d'avoir un niveau d'oméga-3 qui est santé, de ne pas avoir de carences. Combien de tasses par jour est acceptable pour le café? Bien, en fait, techniquement, il y a des études qui ont montré même que jusqu'à 6 tasses par jour de café, c'était bénéfique pour la santé. Fait que ce n'est pas une question de limite, c'est plus une question de situation personnelle. Si vous faites de C'est ça. l'anxiété, c'est à faire attention. Si vous faites de la pression artérielle, c'est à faire attention. Les autres personnes, normalement, ce n'est pas grave. Oui, c'est ça. Puis là, il y a une question, il y a de l'anxiété qui existe lorsqu'on atteint des résultats des tests de santé qui est normal et sain. En fait, Tessadi l'a dit tout à l'heure, le stress, l'anxiété, c'est tout à fait naturel et c'est sain. C'est normal, c'est bénéfique.
Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quand on n'a pas d'outils pour nous aider à gérer ou quand encore on n'est pas conscient des problématiques que nous, ça nous cause. C'est beaucoup une question d'apprendre à se connaître nous autres-mêmes personnellement et de connaître les outils qu'on peut utiliser, mettre en place. Ce qui est intéressant, en fait, ce soir, c'est qu'on parle de la pleine conscience, qui est quelque chose que je connais beaucoup moins. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je me suis associé à des experts de d'autres domaines qui, eux autres, c'est leur secteur, qui sont plus sont plus, je dirais donc, connaissants pour vous expliquer à quel point ça peut être utile, intéressant, comment l'appliquer. Donc, et Tessadi est un très, très bon exemple, justement, de l'impact de la méditation et de la pleine conscience. La pleine conscience. Il y avait une question, c'est est-ce qu'on peut prendre ton produit pour l'anxiété sur le long terme? Moi, je pense qu'une utilisation occasionnelle, c'est correct, mais je te laisse répondre pour cette question. En fait, c'est qu'on ne développe pas de dépendance ou d'accoutumance aux ingrédients de Vitalis, stress et anxiété. C'est juste qu'étant donné que c'est un produit qui fonctionne en 30 à 40 minutes à la première capsule, vous n'avez pas besoin d'en prendre tout le temps. Vous êtes mieux d'apprendre à vous connaître, développer vos trucs. Puis quand vous rendez compte que vous n'avez plus la capacité ou que là, vous êtes vraiment mal à l'aise, en fait, puis que vous échappez un peu la situation, vous êtes trop anxieux, là, vous en servez. Mais techniquement, on est capable de développer. C'est pas parce que ça fonctionne dans mon cas que je m'empêche de faire de l'activité physique pour éviter d'avoir un enfant. C'est pas une béquille. C'est vraiment un recours si vraiment j'ai tout essayé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais j'ai quand même beaucoup d'anxiété, je peux l'utiliser. Et on parlait de l'anxiété. L'anxiété, c'est une réponse du corps au stress. Lorsqu'elle est présente dans des situations dangereuses ou dans des menaces, heureusement, elle est appréciée. Heureusement qu'elle existe. D'ailleurs, il y a une maladie, je vais oublier le nom de la maladie, c'est l'absence d'anxiété et les personnes atteintes de cette maladie peuvent mourir parce qu'elles peuvent se retrouver dans des situations dangereuses et ne pas réagir au stress. Donc, l'anxiété peut être bénéfique lorsqu'elle est présente dans des situations dangereuses ou dans des menaces. Elle devient un fardeau lorsqu'elle est présente sans aucune raison. Et c'est là qu'on doit l'apprivoiser et non la critiquer ou vouloir la fuir. Elle est là pour nous indiquer qu'il y a quand même un problème dans ma façon de manger, de me connecter à l'autre, dans mon sommeil, donc, ou dans ma façon de penser. Donc, c'est là qu'elle devient problématique, mais elle peut s'apprivoiser. Donc, ce n'est pas non plus un handicap quand elle est apprivoisée. J'espère que ça répond aux questions. Et là, il faut trouver il faut trouver les trucs, en fait. Il faut trouver les trucs qui nous conviennent le mieux. C'est ça. Et chacun s'associe. Il y a ceux qui vont faire de la peinture, du théâtre et prendre un médicament. Il y a ceux qui vont améliorer leur alimentation, le microbiote, manger des aliments vivants, vont aller dans la nature et vont se sentir mieux. Il y a ceux qui vont changer de pays, changer de travail parce que ça ne leur convient plus. Donc, chacun sa responsabilité dans sa prise en charge. Et c'est bien de se sentir libre de choisir et responsable et pas une victime ni de ses gènes, ni du gouvernement, ni du système de santé. C'est ça, oui. Empower people. En fait, ton rôle aussi, hein, ça dit comme coach de santé, c'est intéressant de le rappeler, c'est d'accompagner les gens justement à trouver la meilleure méthode qui leur convienne. Donc, c'est vraiment un rôle d'accompagnement. Absolument. Je ne suis pas la sauveuse de mes clients. Moi, je les accompagne, je les tiens par la main, mais c'est à eux de voir, de se connecter à leur pouvoir intérieur, à leur conscience, à leur cerveau, le lobe préfrontal. Je les aide à juste, c'est ça, se débarrasser des mauvaises habitudes, implémenter de nouvelles habitudes. Je pense qu'on a besoin d'accompagnement, ça prend de la répétition et de l'accompagnement pour implémenter de nouvelles habitudes saines pour prévenir les maladies, être en bonne forme physique, une bonne santé mentale, décharger la charge mentale, gérer ses émotions. On a besoin des fois d'aide et des fois, on n'ose pas le demander, surtout quand on est hyper performant, dans la performance, non, moi, je ne suis pas faible. Non, ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, des fois, c'est salvateur. Oui, effectivement. Puis en fait, je voudrais, parce que bon, il est déjà 20 heures, en fait, ça fait déjà 1 heure.
Oui, c'est ça. Je voudrais rappeler aux gens que si vous avez des questions particulières, qui sont des questions plus pointues pour vous autres même, vous pouvez nous écrire. Écrivez-moi, répondez au courriel que vous avez eu pour la confirmation de l'événement de ce soir, puis on va vous répondre tout simplement. En même temps, si vous voulez même, en fait, rentrer en contact avec Tessadi, que vous voulez les coordonnées de son site Internet ou quoi que ce soit, écrivez-nous, ça va me faire un plaisir. En fait, je vais vous répondre. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Oui, on a quelqu'un qui a partagé ton Instagram, effectivement. Non, c'est moi, je pense. C'est toi? Ah oui, OK. Parfait. Parce que là, on a évité, parce qu'il y a eu quelques questions qui étaient plus personnelles. En fait, j'aime mieux éviter de répondre aux questions personnelles, plus de prendre le temps de vous répondre directement par courriel. Merci tout le monde. Merci de Toronto. Un gros merci de Toronto. Et puis en passant, on le rappelle à tout le monde, en fait, ça dit, hein, c'est le 22 mars qu'on va avoir l'occasion de faire le prochain événement ensemble. J'ai bien hâte aussi. Ça a été très bien. En fait, merci beaucoup d'avoir pris la peine encore là de partager en fait ton histoire avec les gens. Je suis certain que ça va avoir inspiré beaucoup de monde. J'espère. C'est vraiment un beau parcours, puis c'est magnifique de t'entendre parler aujourd'hui, de t'en entendre parler comme ça aujourd'hui. On te Ça sent me fait plaisir. en paix avec toi-même, on te sent Ah serein. oui. Oui, sereine. Merci beaucoup. C'était vraiment, ouais, j'ai adoré l'échange et j'ai hâte pour le 22 mars où on va partager plus d'outils. Je vais préparer un beau PowerPoint avec plein d'outils et peut-être que s'il y a des questions, on pourra peut-être voir si on peut y répondre aussi pendant la conférence du 22 mars. Oui, oui, tout à fait. Fait que ceux et celles qui voulaient plus d'outils, justement, plus de conseils, le 22 mars, ça va être une belle occasion, justement, d'en discuter. Ça va être extrêmement intéressant. Bien, merci, Tessadi. Bonne fin de soirée. En fait, ça a été réellement un grand plaisir. Je suis certain que tout le monde est extrêmement content du temps, de la générosité de ton temps, en fait, ce soir. Ça fait plaisir. On se reparle bientôt le 22 mars. À bientôt. Bye tout le Merci monde. beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci Au revoir tout le Eric, monde. encore une fois. Bye.